Bonsoir, merci surtout d'être venu parce que c'est pas évident d'organiser une conférence en début d'année avec tous ces problèmes de voyage et de Covid. Donc merci beaucoup, ça me fait très plaisir que vous soyez là ce soir. La maison médicale et le laboratoire LIMS à Louvain en Belgique organisent un cycle de conférences pour vous faire découvrir le microbiote. C'est un univers inconnu qu'on appelle parfois le deuxième cerveau. Alors je voudrais vous présenter le docteur Laure Thorame, qui travaille avec notre équipe à la maison médicale et qui peut répondre à toutes vos questions lors de toute l'année. Elle sera là. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir un éminent docteur reconnu par toute la communauté scientifique, spécialisé depuis 20 ans en biologie nutritionnelle et en microbiote intestinal. Je vous demande d'applaudir le docteur Serge Ballon-Perrin. Donc je suis très, très heureux et très honoré d'être parmi vous ici ce soir, dans cet endroit magnifique, pour vous parler effectivement du microbiote, alors qui est j'appelle ça un organe extra-humain, alors ça peut paraître bizarre. J'appelle ça un organe extra-humain, alors ça peut paraître bizarre. Vous savez pourquoi il parle d'organes extra-humains, alors que ce sont des bactéries finalement qui se trouvent dans notre corps? Bien parce qu'on considère, si vous voulez, techniquement, que tout ce qui n'a pas franchi nos barrières est extérieur à nous. Et en tout cas extérieur à notre système immunitaire qui contrôle ce qui est autorisé ou pas autorisé. Je dirais qu'un organe, parce qu'effectivement, techniquement, on sait qu'un organe est un ensemble de cellules qui assurent une certaine fonction. Et puis ici, on a un ensemble de bactéries qui assurent aussi une certaine fonction et même plusieurs fonctions. Comme disait Hippocrate, il disait que la santé commence dans l'assiette et la santé commence dans l'intestin. Et on est en train de se rendre compte que finalement, elle commence dans l'intestin et elle commence même plus exactement dans le microbiote. Et que ce microbiote intervient, si ce n'est dans toutes les pathologies, en tout cas dans un grand nombre. Alors, qu'est-ce que c'est le microbiote? Par définition, c'est l'ensemble des micro-organismes qui se trouvent dans notre intestin ou qui passent dans notre intestin. On entend par micro-organismes, actuellement, essentiellement les bactéries. Et on ne connaît pas la fonction de toutes ces bactéries, mais on commence à connaître la fonction d'un grand nombre de bactéries et justement, on arrive aussi à pouvoir avoir un impact extraordinaire sur la santé en modifiant ce microbiote. On va en parler. Le microbiote intestinal, on va dire, est le roi des microbiotes. C'est le microbiote qui se trouve dans le côlon. Et on sait maintenant que c'est évidemment là où il y a le plus de bactéries. Et on sait aussi que c'est celui-là qui va influencer les autres microbiotes. Alors chacun possède son propre microbiote. On a à la fois 95% des bactéries que tout le monde possède. Et puis alors, il y a 5% de bactéries qui sont assez individuelles, qu'on retrouve chez l'un, chez l'autre, mais pas chez tout le monde. Et alors, chose très très importante aussi, c'est que ce microbiote va évoluer avec l'âge. On a un microbiote qui se crée à la naissance, on en parlera par après, il se modifie jusqu'à l'âge adulte, et puis après, il va évoluer aussi en vieillissant. Et ça, c'est une chose extrêmement importante parce que ça veut dire, cette modification de microbiote maintenant est associée à la fois à certaines dégénérescences cérébrales. On a pu associer, en tout cas, son rôle avec la maladie de Parkinson, avec la maladie d'Alzheimer. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, hein, c'est multifactoriel. Il ne faut pas non plus exagérer dans l'autre sens, mais il est évident qu'il y a un lien entre les deux. Et alors, chose terriblement importante, il y a aussi un lien avec l'immunité. Donc l'immunité qui diminue avec l'âge est aussi liée à cet appauvrissement du microbiote. La vaccination contre la grippe chez une personne de plus de 80 ans. Est-ce que vous savez combien de pourcents de ces patients vont faire des anticorps? Vous avez 30% d'efficacité des vaccins contre la grippe, 30 à 50 si on va vraiment dans les meilleures études, mais c'est plutôt, après 80 ans, c'est plutôt 30, sur une vaccination. Donc on sait que la réponse vaccinale est fortement liée à la qualité du microbiote. Et donc, il serait grandement intéressant, chez les personnes âgées, de rééquilibrer leur microbiote avant de les vacciner. La grande question maintenant, c'est comment est-ce que ce microbiote se crée, s'établit, et surtout, quel est son intérêt? La première colonisation la plus importante, c'est lors de l'accouchement par voie vaginale, bien entendu, mais on a quand même constaté qu'il y a déjà un microbiote, si je puis dire, hein, qui existe et qui est lié clairement au microbiote de la maman. Par la suite, eh bien, ce microbiote va de plus en plus se constituer. Il va y avoir vraiment une couche de bactéries qui va s'implanter.
Cette couche de bactéries va avoir deux fonctions vraiment fondamentales. La première est de protéger la paroi intestinale. Et on a fait, d'ailleurs avec cette étude-ci, c'est une étude où on a utilisé des souris, on appelle ça des souris gnobiotiques. Alors, outre le fait que ce n'est pas facile à dire, c'est une souris qui est née par césarienne, donc qui n'a pas de flore ou à peu près pas intestinale. Et puis on module sa flore, ce qu'on appelle des souris axéniques. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris deux groupes de souris. Il y a un groupe de souris à qui on a donné des fibres et l'autre pas. Et puis ensuite, après un certain temps, on leur a instillé des germes pathogènes. Et alors on a constaté quoi? On a constaté que en regardant au niveau du côlon ce qui se passe, eh bien que les souris qui avaient reçu un régime riche en fibres et qui avaient beaucoup de mucus avaient peu d'inflammation intestinale. A l'inverse, les souris qui avaient reçu un régime contenant pas de fibres, eh bien n'avaient pas pu produire du mucus. Et donc les bactéries pathogènes, vous voyez les vilaines ici avec des pattes, là, les rouges, avaient pu attaquer la muqueuse et créer une inflammation. Et on en revient à cette idée, bien sûr évidente, c'est qu'il y a intérêt de manger suffisamment de fruits et de légumes riches en prébiotiques, de racines, etc. Et deuxième rôle fondamental, précisément, de cette couche bactérienne, ça va être de moduler le système immunitaire. Et ça, c'est terriblement important. Et non seulement ça va être de moduler le système immunitaire au niveau intestinal, mais vous allez voir aussi à distance. Ce qu'on appellera ici la flore commensale, donc la flore intestinale, le microbiote. Eh bien, avec les bonnes et les moins bonnes bactéries, vont venir stimuler le système immunitaire. On sait par exemple que certaines personnes qui souffrent d'une prolifération excessive de candidats, qui est quelque chose de terriblement fréquent, cet excès de candidats qui fait d'ailleurs croire à certaines personnes qui sont intolérants au gluten, alors qu'ils ne sont pas intolérants au gluten, mais quand ils ne mangent pas de glucides, ils vont beaucoup mieux. En réalité, ils suppriment le pain, les pâtes, les biscuits, etc. Et waouh, ça va mieux, mais forcément, ils arrêtent de nourrir les candidats. Et donc les candidats arrêtent de produire du CO2, donc des gaz, ils sont moins ballonnés, ils arrêtent de produire différents types de toxines, dont l'acétaldéhyde, qui est une toxine qui peut expliquer cette notion parfois d'avoir l'air un peu sourd, le brain fog, comme on dit, la tête dans le brouillard, etc. Et donc, ça va mieux, ce n'est pas une question de gluten. Et puis on sait aussi que si vous avez une insuffisance de protection de la muqueuse par un mauvais microbiote et une insuffisance de mucus, eh bien vous pouvez avoir ce qu'on appelle les lectines et les pepsines du blé, qui sont des autres éléments qui vont aller irriter la muqueuse. Donc il y a plusieurs notions, il est intéressant de faire la part des choses. Et alors ce qui est très très intéressant, qu'on sait depuis moins longtemps, c'est que ce microbiote intestinal va influencer le microbiote pulmonaire. Et donc il y a vraiment d'abord un microbiote pulmonaire, comme je disais, quand un virus arrive au niveau du poumon, la réponse immunitaire pulmonaire va être modifiée et modulée par ce microbiote pulmonaire, qui lui-même va être modulé par le microbiote intestinal. Et on a constaté que le microbiote pouvait influencer à la fois différents problèmes métaboliques, le surpoids, l'obésité, le diabète et la stéatose non alcoolique du foie, le foie gras, avait un effet sur la prévention cardiovasculaire, sur le cancer du côlon, le côlon irritable, les maladies inflammatoires du côlon, les allergies, les maladies auto-immunes, la dépression, la sclérose en plaques, le Parkinson, l'Alzheimer, enfin bref, énormément de choses. On dit en général que l'intestin, tu en parlais tout à l'heure, l'intestin est le deuxième cerveau. Alors en général, quand on parle de ça, on parle plutôt du système nerveux qui est tout autour de l'intestin. On sait qu'il y a il y a tout un système neuronal extrêmement développé qui va jouer un rôle sur la sensibilité de l'intestin, sur la motricité de l'intestin, etc. Et puis alors, vous avez là-dedans le microbiote qu'on appellerait plutôt le troisième cerveau. Les premières études effectuées sont des études effectuées chez le rat, bien entendu, et on a fait des études, par exemple, de transplantation fécale. C'est comme ça qu'on a commencé vraiment à s'intéresser au microbiote. C'est quand on transplantait le microbiote d'une souris obèse à une souris maigre, elle devenait obèse, et inversement, on retransplantait le microbiote d'une souris mince à une souris obèse, et puis elle devenait mince. Eh bien, on a fait la même chose avec le stress. Vous avez une souris stressée, vous voulez implanter le microbiote d'une souris cool, ben elle devient cool, et inversement. On sait que le microbiote va influencer directement par voie sanguine le cerveau, va influencer les fameuses cellules présentatrices de l'antigène dont j'ai parlé, là, ces cellules immunitaires qui vont produire des cytokines qui vont influencer le cerveau. Ça va influencer ce qu'on appelle des cellules endocrines, celles qui produisent la sérotonine dans l'intestin. Donc le lien avec le microbiote et l'obésité est aussi quelque chose de très connu. Vous avez
2 personnes qui ont la particularité d'avoir un pantalon beige et un gros ventre, et qui sont tous les deux en surpoids. Et alors ils arrivent chez vous, ils disent tiens, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour maigrir, ou chez moi ou n'importe où. Et vous dites tiens, comme vous avez assisté à ma conférence, vous dites tiens, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme microbiote celui-là? Et effectivement, c'est pas le même comme vous voyez, mais vous ne savez pas qui a quoi. Et de fait, quand on va analyser son microbiote, que va-t-on constater? Eh bien que le patient numéro 1 a un microbiote comme ça, et le patient numéro 2 a un microbiote comme ça. Ça veut donc dire que chez ces patients, l'approche pour les aider à perdre du poids, corriger leur microbiote de façon viable et pendant un certain temps, va être complètement différente. Et donc, ce patient-là, eh bien, on a intérêt à lui donner un régime, comme je disais, très faible en carbohydrates, voire le régime keto, et d'augmenter les oméga 3, les cranberries, et on peut utiliser le intermittent fasting, enfin le jeûne intermittent. Chez le patient numéro 2, eh bien là c'est complètement différent. Ben lui, on n'est plus dans le régime keto, on est plutôt dans éviter le western diet, donc tout ce qui est processed food, viande rouge. Ce qui est très très bien, c'est le flocon d'avoine, avec un lait végétal ou non selon la situation. Et vous pouvez rajouter là-dessus des baies. Alors en hiver, elles peuvent être surgelées, en pouvant utiliser des poissons gras, bien sûr, voire du poulet, des œufs, et d'utiliser aussi des céréales complètes, que ce soit le quinoa ou ça peut être des pommes de terre froides. Donc la salade de pommes de terre froides, ça c'est extrêmement intéressant, c'est génial, c'est quelque chose qui existe dans la gastronomie en général française entre autres, et les pommes de terre froides ont un index glycémique faible. Vous allez prendre une purée, ça c'est cata. Vous faites une purée, vous avez un index glycémique maximal. Si par contre vous avez une pomme de terre vapeur refroidie, vous avez un index glycémique, vous passez de 100 à 30. Et dans les tomates, eh bien, on a constaté que le ketchup était plus riche, était plus efficace pour prévenir le cancer de la prostate que de manger des tomates fraîches. Bon, eh bien, pourquoi ça? Parce que la tomate, il faut 2 éléments pour que ce soit plus efficace. Le premier, c'est que la tomate soit smashée, donc qu'elle soit vraiment complètement réduite, hydrolysée mécaniquement, si vous voulez. Et le deuxième élément qui est important, c'est qu'elle soit consommée avec du gras. Et en fait, le microbiote est intéressant aussi au niveau de la prévention cardiovasculaire. Encore un autre élément, c'est l'impact du microbiote et du cancer. Donc, on se rend compte que le microbiote, et énormément de publications sont sorties récemment, sur l'importance du microbiote par rapport au cancer. Donc, on sait que l'alimentation joue un rôle vraisemblablement dans 25-30% des cancers. Et on sait que l'alimentation, évidemment, a un impact sur le microbiote. On a un raccourci qui fait facilement, bien sûr, alimentation microbiote cancer ou alimentation métabolisme individuel et cancer. Donc il y a un lien qui est là. Et alors ce qui est intéressant, c'est que le lien entre l'alimentation et le cancer et le microbiote va jouer à plusieurs niveaux. Donc on connaît le rôle en prévention, ce qu'on appelle la prévention primaire. Alors c'est quoi la prévention primaire? On sait très bien que les gens qui mangent plus de fruits et de légumes et qui mangent moins de viande rouge et moins de graisse animale ont moins de risque de faire un cancer du côlon. Et en plus de ça, et c'est là où c'est extrêmement intéressant, c'est que le microbiote pouvait avoir un impact sur l'efficacité thérapeutique. Donc on a constaté que l'efficacité de certaines chimiothérapies était plus grande quand on améliorait le microbiote. Idem, l'état du microbiote va avoir un impact sur l'efficacité de certaines immunothérapies. Et on va terminer par là. Quels sont les aliments les plus intéressants par rapport à votre microbiote? Alors bien sûr, vous avez le topinambour. Donc, je veux dire que les topinambours, il faut y aller avec modération. Les salsifis, bien sûr, les navets, les asperges, très intéressant aussi, la chicorée, les oignons et l'ail, les artichauts, bien entendu, cuits. Alors les bananes. Alors pour les bananes, il faut qu'elles ne soient pas trop mûres. Alors vous avez bien sûr les polyphénols, ça c'est terriblement important. Les myrtilles, la grenade, les fraises, les framboises, enfin toutes les berries, les érelles, extrêmement bien. Donc je parlais tout à l'heure
de cette notion d'utiliser du flocon d'avoine, par exemple, de faire un porridge, hein, comme on dit ici, avec des berries, avec des bananes, etc. Alors certains vont me dire, oui, mais on dit que ce qui est mieux de prendre un petit déjeuner protéiné. Et c'est pas faux non plus. Le petit déjeuner plus sucré peut plus facilement générer des hypoglycémies 2-3 heures après. Donc on a étudié ça chez les enfants. On a constaté que les enfants, des neuropédiatres ont fait des études là-dessus, que des enfants qui prenaient un petit déjeuner genre pain confiture, à la française dirais-je, eh bien, avaient des déficits d'attention dans la matinée beaucoup plus importants que des enfants qui ne mangeaient pas du tout au petit déjeuner. On a constaté par contre, et c'est tout l'intérêt du petit déjeuner protéiné, ça diminue les hypoglycémies dans la journée, ça diminue les envies de sucre. Donc tous les cravings comme ça sucrés sont réduits grâce au fait qu'on mange un petit déjeuner protéiné. On a aussi constaté que de prendre un petit déjeuner protéiné allait donner un kick mental pour démarrer la journée. La transplantation du microbiote fécal. Si malgré tout vous vous dites, tiens maintenant, hein, des patients qui ont des problèmes de microbiote et qui ont fait vraiment attention d'améliorer le régime, de faire des traitements, et dans certaines situations, il y a la transplantation du microbiote fécal, qui est une technique qui a été mise au point par un médecin australien. Ce qui se passe, c'est qu'on vous met, donc on prend le microbiote, on le mélange bien, etc. Enfin, on en fait quelque chose de presque bien. Et puis alors, on vous met une sonde nasogastrique. Ça, c'est moins drôle, il ne faut pas regarder. Et alors, hop, on met le liquide via la sonde, on l'envoie dans l'intestin. Et avant, on vous a bien purgé, évidemment. On a enlevé le microbiote qui existait, et puis on met un nouveau microbiote. Et alors, c'est assez extraordinaire, mais c'est extrêmement efficace et intéressant. Et donc, si on veut éviter cette technique pas très agréable, il y a maintenant ce qu'on appelle a poop in a pill. Et ça, c'est très amusant. C'est une étude qui a été faite au Boston Children's Hospital. Ils ont fait une transplantation du microbiote, mais pas par sonde, en donnant des extraits de sel enrobés dans des pilules. Ça peut paraître incroyable, mais ça a donné des bons résultats. Au premier traitement, ils ont vu 14 des 20 patients qui ont été vraiment améliorés, et puis ils ont repris les 6 chez qui ça ne marchait pas, et ils ont retrouvé un effet chez 4 de ces 6. Donc finalement, au total, 90% d'efficacité. Alors, je reste un petit peu dubitatif là-dessus, parce que c'est certainement intéressant, mais en général, il faut quand même faire un bon nettoyage du microbiote et implanter quelque chose de beaucoup plus costaud qu'un peu de sel dans une pilule. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on freine la transplantation du microbiote fécal, c'est qu'on a envie de savoir, chez les donneurs, quelle est leur évolution. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est qu'ils vont vous donner des bonnes choses, mais peut-être qu'ils vont vous donner des mauvaises choses. Merci pour cette présentation très intéressante. Si un patient n'a absolument aucun symptôme, et est en parfaite santé ou semble être en parfaite santé, est-ce qu'il y aurait un intérêt de faire un microbiote? Donc en fait, oui. Dans le microbiote, vous avez des symptômes. Quelqu'un qui a un microbiote altéré, comme je l'ai montré par rapport au côlon irritable, aux maladies inflammatoires intestinales, qui souffrent de problèmes digestifs, avec une protection muqueuse insuffisante, des bactéries pro-inflammatoires excessives, etc. Il peut avoir des symptômes. Mais vous pouvez avoir des situations où le microbiote va influencer sur différentes maladies auto-immunes qui peuvent présenter. Ça, tu vas me dire qu'ils ont des symptômes. Maintenant, si quelqu'un n'a absolument aucun symptôme, alors là, on est dans la prévention pure. C'est-à-dire de se dire, tiens, finalement, quel est mon microbiote? Est-ce qu'il est bien ou pas? Et est-ce que, fonction de ça, comment est-ce que je peux modifier mon alimentation? Et je pense que dans le cadre d'une prévention pure, pourquoi pas voir quel est l'état de son microbiote? Bonsoir. Merci pour cette conférence très intéressante. Je voulais savoir si les enfants qui naissent par césarienne ont un désavantage certain en fait au départ. Alors oui, c'est un désavantage. Ça, c'est une évidence, mais c'est un désavantage qui peut être rattrapé. Ou en tout cas, pendant la grossesse, il serait, et de surcroît, s'il y a des maladies auto-immunes, des maladies allergiques, etc. dans la famille, le fait que la maman fasse un microbiote à 5 mois de grossesse pour avoir les résultats, parce qu'il faut quand même 3-4 semaines pour avoir les résultats, donc pour avoir les résultats à 6 mois, me semble vraiment très intéressant pour pouvoir essayer d'optimiser
ce microbiote à la fois pour l'accouchement, mais aussi pour l'allaitement. J'avais une question par rapport au lien entre le cancer du sein et le microbiote, donc un peu le même sujet. Quand ça concerne le cancer du sein hormonal, est-ce qu'il y a un lien direct entre un déséquilibre de la microbiote et cancer hormonal, et si oui? Donc disons que dans les publications qui m'ont évoqué ce lien entre le microbiote et le cancer du sein, c'est bien entendu surtout par rapport à des cancers hormonodépendants. Quel est l'impact du microbiote en général sur différents types de cancers? C'est encore quelque chose qui n'est pas clarifié. Pour le côlon, c'est évident, pour le sein, on en parle, et on l'évoque théoriquement, si vous voulez, sur d'autres types de cancers, sans que ce soit une évidence à ce jour. Donc c'est vraisemblablement un élément qui participe, quoi, sans être le seul, bien entendu. Donc voilà, je vous remercie.